Eh ben, bienvenue Marc. Merci Freddy, merci pour ton invitation. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Bienvenue au rendez-vous du singe. Donc c'est le premier rendez-vous du singe qu'on fait en direct qu'on fait dans les locaux du groupe Espace. Bon voilà, je vais te poser quelques questions. C'est un nouveau format parce que d'habitude j'avais un format un peu plus rapide, un peu plus long, je veux dire, plus chill. Là, on va enchaîner les questions tranquillement et ensuite on fera le petit montage, tout ça. Alors, en quelques mots, tous les lieux où tu as bossé avant d'avoir ta première affaire. Ok, ouais, alors j'ai commencé à bosser, j'étais étudiant en communication et journalisme, et puis en parallèle de mes études, je bossais comme serveur et après barman. Au tout début de l'aventure, en 2002, je travaillais au bowling du 8e, à l'époque où ça existait encore. Ensuite, j'ai rapidement bossé dans le groupe Bocuse à l'Ouest, donc ils ont ouvert en janvier 2003, j'ai travaillé à l'Ouest l'été 2003, comme runner tout simplement. Après, j'ai travaillé à l'Oxo, donc pour Cathy et le groupe Chabert. Quelques mois après, en juin 2004, je bossais à l'Ayers Rock, donc bar un peu plus flair, jonglage, cocktail, ambiance, bar étudiant, festif. Voilà, je suis parti bosser un petit peu à l'étranger, à Londres. Je suis revenu, donc je retournais au Cosmo, Ayers Rock, encore quelques mois. Et voilà, on va dire que grosso modo, j'ai fait mes classes de 2002 à mi-2006, et puis après avec Arnaud, on a travaillé ensemble à l'API, c'était une péniche sur les berges du Rhône, avant que ça devienne les berges du Rhône, donc c'est quand c'était encore un parking, ou que c'était en tout cas en transformation de parking à berges du Rhône comme on les connaît aujourd'hui. L'API, ouais, je me souviens, j'ai connu. Le flair pour séduire les petites zouzes, ça te manque? Non, le flair, c'était une période de ma vie. C'était voilà, quand on a la vingtaine, quand on veut faire du bar, au début en tout cas, on le fait souvent pour l'atmosphère, pour l'ambiance, pour bosser la nuit, pour être dans des lieux animés et pas forcément pour l'aspect technique, cocktail, sérieux du métier. Donc non, on va dire que le flair ne me manque pas, loin de là, mais qu'il a été une partie importante pour moi dans ma carrière de barman, et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et une approche dans le bar qui est peut-être moins stricte que de nombreux barman de formation classique qu'on baignait dans l'industrie hôtelière toute leur vie. Donc j'ai fait un petit peu tous les bars possibles et imaginables, des bars à ambiance, des bars étudiants, des bars populaires, des bars très classe, des bars d'hôtel aussi, un petit peu d'expérience dans l'hôtellerie haut de gamme à l'étranger. Voilà, donc j'ai un panel large de bars. L'entrepreneuriat, ça te vient d'où? C'est quelque chose qui est arrivé assez jeune dès mon enfance, parce que je suis né dans la boulangerie de mes parents, on va dire. Et très tôt, j'ai mis la main à la pâte, sans faire de jeu de mots, mais très tôt, j'ai baigné dans le travail en tant que petit commerçant chez mes parents pour aider, pour travailler. Et puis très tôt, j'ai mis en place des petites opérations où je gagnais par rapport à comment je m'investissais. Donc une vision du travail liée à l'entreprise personnelle. Donc on va dire que c'est vraiment fondé dans mes racines, l'entrepreneuriat. Et puis après, l'envie de monter mon propre établissement très très vite, puisque premier établissement en 2006, j'avais à peine 23 ans. Et donc c'était déjà pour moi une longue aventure, puisque j'avais économisé depuis un bon moment pour ce projet-là. Donc dire que ça fait déjà 4-5 ans que tu économises quand tu as 23 ans pour un projet, c'est déjà que tu as une fibre, on va dire, entrepreneuriale. C'est vrai que le soda est arrivé avant l'expérimental cocktail club de Paris. Oui, on a ouvert le soda bar fin 2006, octobre ou novembre 2006. Et l'Expé, donc comme on l'appelle, a ouvert en février 2007 sur Paris. Donc on a quelques mois d'ouverture avant eux dans ce qu'on considère comme les bars qui font partie du renouveau du street bar à cocktail. Eux sous une influence beaucoup plus speakeasy et festive, DJ, et puis le soda beaucoup plus funky, DJ aussi. Et voilà, deux écoles très similaires. Toutes tes affaires en quelques mots? Aujourd'hui, non, toutes les affaires que j'ai pu monter. Ouais. Soda Bar, l'Antiquaire, ensuite les Butchers, Portobello qui est devenu Butcher Brothers, ensuite le Redwood, Joe's aussi où j'ai été associé, Hippolyte, qui est un petit restaurant new-yorkais, burger, bien avant la grosse vibe des burgers, et puis le Grand Réfectoire et l'Officine maintenant, donc c'est une grande maison. Et puis pour finir, la dernière aventure, Cocorico, qui n'est pas vraiment une affaire CHR, mais qui est, on va dire, le fruit d'une expérience liée aux contraintes du cocktail dans les bars à cocktail et dans l'univers du CHR globalement. Fernando Castellon,
C'est qui? Fernando Castellón, c'est un peu un gourou, un de mes premiers exemples dans le cocktail bar classique, même si j'ai fait une formation service stylisé chez lui, donc il s'apparente un peu au flair. C'est quelqu'un qui a écrit donc, Larousse des cocktails, c'est un ancien ambassadeur de chez Hennessy, c'est un cabinet de consulting bar à cocktail et tout ce qui est organisation, formation de barman sur Lyon, donc c'est un Lyonnais déjà. Et voilà, c'est un petit peu notre papa à tous, même si au final on n'a pas un grand écart d'âge. Mais c'est, on va dire, un des piliers pionniers de la culture cocktail en France et surtout à Lyon. Son apprentissage a-t-il eu une influence sur ta carrière? Bah forcément, il m'a permis d'avoir il m'a ouvert les yeux dans une certaine direction. Donc forcément, quand tu as des gens qui te guident dans tes premiers pas, même si tu t'en rends pas compte, ils ont forcément une influence parce que la manière de voir le bar, la culture bar, de s'inspirer, de sourcer les informations, tout ça va forcément avoir une influence. Bon, ça arrivait à un moment dans ma carrière où j'avais déjà un tout petit peu d'expérience dans le bar et dans le bar festif, comme je l'avais énoncé précédemment. Mais c'est, oui, forcément, les trophées du bar, enfin, tout ce qu'il a mis en place, les concours qu'il a organisés, pour lesquels j'ai travaillé dur pour gagner les trophées du bar, en l'occurrence en 2009, bah forcément, ça a eu une influence sur mon approche technique du métier et sur mes connaissances techniques du métier, bien sûr. Aujourd'hui, tu es toujours en rapport avec Très rarement, on est en rapport courtois et ouais. On s'appelle et on se croise quand on se croise, mais on ne se voit pas régulièrement, non. C'est lui qui a créé, qui est cofondateur des Trophées du Bar. C'est le fondateur des Trophées du Bar. Il a écrit pas mal de bouquins, notamment le premier, Larousse des cocktails. Il a réédité de nombreux bouquins pointus, historiques. Et puis Bar Expertise, voilà, depuis 2002 quand même. Donc ça va faire bientôt 20 ans qu'il fait des formations sur Lyon et à l'étranger et à l'international tout court. Bar Expertise, c'est le nom de son centre de formation. C'est ça, Bar Expertise. C'est quoi la différence entre le Marc qui cofonde le Soda Bar et le Marc d'aujourd'hui? C'est quasiment 20 ans d'écart, quelques kilos de plus. Non, voilà, là, on va dire peut-être la naïveté de la jeunesse, et maintenant avec un petit peu plus d'expérience, même si je suis pas bien vieux non plus, hein, j'ai que 38 ans. Mais non, peut-être beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance, et une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large, nettement moins auto-centrée, nettement moins dans sa bulle du bar, comme il l'imaginait quand il avait 20 ans, quoi. Enfin, quand j'avais 20 ans. Don Draper ou Harvey Specter? Sans aucune hésitation, Don Draper. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il est moins gentleman que Harvey Specter. Ah, Don Draper est beaucoup plus dark. Don Draper est beaucoup plus réel. Harvey Specter, c'est un petit minet, winner. Non, Don Draper, de loin. T'as des médailles? J'ai quelques médailles. Trophée du bar, Bacardi Legacy, Grand Prix Martini. Voilà, quelques titres. Et puis Rematch Biatch, pas mal de petits trucs rigolos. Voilà, des concours sans se prendre la tête. Les médailles. Alors, les médailles, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça dépend lesquelles, mais on va dire que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a projeté énormément de projecteurs, coups de projecteurs médiatiques, de renommée, pas de réputation, mais de renommée. Et puis personnellement, de la confiance en soi, forcément. Et puis beaucoup de réseaux à l'international, de par toutes les conséquences que ça implique. Quand tu gagnes une Bacardi Legacy mondiale, tu voyages énormément pour Bacardi pendant 2, 3, 4 ans. Tu rencontres énormément de personnes, tu vois beaucoup d'établissements, tu gagnes énormément en inspiration, tu apprends beaucoup de techniques de par les mecs les plus pointus de ta génération. Voilà, un réseau, une ouverture d'esprit, des voyages. Des cultures différentes. Voilà, plein de choses, tout de l'inspiration. Enfin, c'est énorme ce que ça peut t'apporter sur un plan personnel, pas forcément sur un plan financier, mais ça va bien au-delà de ça. Et voilà, de l'inspiration, de l'ambition, des envies de sortir de son train-train quotidien lyonnais. Et voilà. À la suite du Bacardi Legacy, il me semble que tu as beaucoup voyagé. C'est ça, quand tu gagnes la Legacy, tu deviens un ambassadeur mondial pour Bacardi pendant 1 an. Donc c'est un peu comme si tu étais Miss France, quoi, grosso modo. Et après, tu es juge sur la finale de cette même compétition pendant 2-3 ans, en tant que juge de la finale, juge de la demi-finale, juge dans différents pays, dans les différentes étapes, parce que c'est une compétition mondiale. Donc tu as 35 pays
qui la font. Donc tu peux être invité, j'ai été invité à juger la finale libanaise, ainsi après la finale japonaise. Et puis à la fin de l'année, on se retrouve tous à Puerto Rico pour juger la finale mondiale avec les 35 compétiteurs, et ainsi de suite. Donc tu vois, c'est énorme. C'est un an de déplacement. Alors tu juges pas les 35 pays. Hein. J'ai dû en faire 7 ou 8 la première année, et 3 ou 4 la deuxième année, et 1 ou 2 la troisième année. Et après, tu laisses ta place au précédent, au vainqueur qui te succède. Avec plaisir ou Ouais, parce que c'est quand même, c'est pas censé être ta vraie vie, sauf si tu bifurques après dans le brand ambassadoriat, ou enfin si tu n'es plus barman. Mais moi en parallèle, je gérais mes établissements, et quand je suis pas à Lyon, bah personne fait mon travail, donc du coup c'est compliqué. Donc non, c'est intense, ça vaut le coup, mais pas pendant 20 ans, quoi. Enfin, pas c'est en tout cas une très bonne expérience, quoi. C'est ça. Du coup, tu as fait un marathon planétaire, on peut dire. Est-ce que c'était cool? Ouais, non, c'était cool. Énormément de salons, Tale of the Cocktail à la Nouvelle-Orléans, Londres, Berlin. Donc déjà, en plus de juger les compétitions, t'es invité sur tous les salons, tous les bar shows. Donc chaque pays a son bar show maintenant. Okay. Donc rien qu'en Europe, c'est 3-4 bar shows auxquels il fallait assister. Plus évidemment après les autres aux États-Unis, à droite, à gauche, quoi. Donc, bar show, c'est quoi exactement? Bah, c'est comme le Syrah, par exemple, tu vois. Enfin, le Syrah, c'est énorme, évidemment, mais c'est un salon du bar, un bar show à Londres. Ça dure un week-end, 2-3 soirs, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, bah, t'as toutes les grandes marques qui sont là, et t'as tous les barman de la région qui viennent. Souvent, il y a un concours, comme les trophées du bar, ou un concours national, ou un concours local, ou un événement organisé par X ou Y marque. Et voilà, c'est un salon, en fait, ni plus ni moins, un salon du bar à cocktail, de l'industrie, du liquide, pas forcément que les spiritueux, mais tu peux avoir aussi les bières, les softs, etc. Ouais, donc c'est des grosses zones où tu vas apprendre sur le métier, tu vas réseauter, tu vas pouvoir partager. Tu rencontres énormément de monde, exactement. Tu as encore beaucoup dans ton réseau, tu vois, le plus proche. Est-ce que tu as encore un peu de tous ces gens avec qui tu as pu bosser? Ouais, parce qu'il y a pas mal de barman qui sont devenus ambassadeurs de marques. Voilà, qu'on pris entre guillemets du galon, si on considère que devenir ambassadeur c'est une suite logique à une carrière de barman ou pas. Donc oui, non, je suis très entouré de professionnels de l'industrie des spiritueux à tous les niveaux, propriétaires, ambassadeurs, barman, donc voilà. L'acquisition rapide du Butcher et la vente express d'Hippolyte, karma ou hasard? Non. Je ne saurais pas trop te répondre à cette question, mais oui, en tout cas, l'acquisition express montre des traits de ma personnalité assez fonceur, tête baissée, et on y va sur un projet sans forcément trop réfléchir, et on y va et on verra. Et puis, entre guillemets, la vente sur un coup de tête d'Hippolyte, pareil, quoi, j'ai voulu couper court aux dégâts, et puis fin 2015, courant 2016, après avoir essayé pendant 1 an à faire fonctionner un restaurant qui a été très compliqué personnellement à gérer et à piloter, voilà, tu coupes court, et au lieu de t'enfoncer et de continuer à t'enfoncer, tu décides de vendre très rapidement. Et puis après, le fait que j'ai réussi à le vendre en 1 semaine grâce au bon réseau, au bon contact, au bon timing, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que j'étais bien placé au niveau du prix? Le produit correspondait aux attentes des acheteurs? Il y a plein de paramètres qui font que. Après, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le karma? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, merci pour ta réponse honnête. Donc là, tu as créé Cocorico. Ouais. Tu as cofondé Cocorico. Ça s'écrit comment? C-O-C-K-O-R-I-C-O. Donc c'est un jeu de mots. Évidemment, le chant du coq, c'est Cocorico, que tout le monde connaît, c'est onomatopée. Et puis cocktail, qu'est-ce que veut dire cocktail? Cocktail, c'est la traduction littérale en français, c'est la queue du coq. Et pourquoi ce mot cocktail queue du coq? Ça fait partie des vieilles fables de la culture bar, où des officiers français seraient arrivés dans un bar aux États-Unis au 19e siècle et auraient demandé des boissons mélangées. Et donc du coup, ils auraient remué cette boisson mélangée avec le touilleur de l'époque, qui était ni plus ni moins qu'une plume de coq. Allez. Et en demandant donc à la barmaid ou à la tenancière de l'établissement, mais comment vous appelez cette boisson? Et il n'y avait pas vraiment de nom pour les cocktails à l'époque, il y avait des familles de cocktails, et donc du coup elle leur a dit comme ça, elle leur aurait dit comme ça, c'est un cocktail. Voilà. Excellent. Et donc du coup à l'époque, comme je disais, les cocktails, il n'y avait pas de cocktail, il y avait des boissons mélangées.
Tu avais les sour, tu avais les flip, tu avais les Collins, tu avais les julep, tu avais les... voilà, donc chaque famille mélangée correspondait à une fiche technique et un ADN de drink. Les sour, c'est des citronnés, blanc d'œuf, etc. Les Collins, les long drinks allongés d'eau gazeuse, citronnés, sucrés. Les flips avec de la crème, comme le Porto Flip, etc. Et les old fashion correspondaient encore à un autre type de recette. Et plus tard, en 1806, a priori, ou un petit peu avant, un journaliste américain, dans un journal américain, a englobé toutes ces familles de boissons mélangées sous un terme générique, donc cocktail, en hommage à cette vieille légende urbaine de la queue de coq et de cette histoire. Qui vient d'où, d'ailleurs? Je ne saurais plus te dire. Mais... États-Unis, Angleterre? Ah non, États-Unis. Et puis, la culture cocktail, c'est une culture du mélange complètement purement américaine. Après, il y a eu énormément de migration de barman avec la prohibition. Il y avait déjà cette culture du bar américain, donc des cocktails, dans les grandes capitales, Londres, Paris, Rome. Et avec la prohibition, tu as énormément de barman qui ont migré en Europe et qui ont amené leur savoir-faire sur les boissons mélangées. Mais la France a toujours été un pays de vin, de cognac, de spiritueux, de liqueurs, et pas forcément de cocktails. Mais elle y est venue petit à petit avec le tourisme international, les barman internationaux, et puis chemin faisant, la culture cocktail se développant petit à petit dans un plus large public. Ça se développait au départ, si je dis pas de bêtises, enfin, dis-moi si je dis des bêtises plutôt, c'est ce qui me semble, plus dans les bars d'hôtel, le cocktail en France. Ouais, alors les bars d'hôtel et le Fouquet's. Le Fouquet's à Paris, 1904, si je dis pas de bêtises, avait sorti son premier livre sur les boissons mélangées. Donc, on va dire les places fortes du tourisme français, Côte d'Azur, Paris, Deauville, Normandie, pas beaucoup Lyon à l'époque. Et voilà. Mais le Fouquet's a eu un gros impact aussi donc, sur les Champs-Élysées, donc ce qu'on appelait à l'époque les bars américains. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense que oui. Donc avant, ça s'appelle l'Institution. Ça s'appelle comme ça maintenant? Maintenant, c'est l'Institution. En face d'H&M. En face de la pharmacie, la grande pharmacie lyonnaise. Ouais, voilà. Ça s'appelait le bar américain. Et pourquoi ça s'appelait le bar américain? C'est parce qu'il servait des boissons américaines, en l'occurrence des cocktails. Alors, je ne sais pas si les propriétaires, dans les années 80, s'en souvenaient, mais quand ils ont dû ouvrir au début du XXe siècle, ils devaient avoir à la carte quelques cocktails, forcément, de cette culture importée. Quoi. Bah excellent, merci là pour ces petits points culturels. Petits cours d'histoire cocktailistique. Ouais, Cocorico, c'est quoi? Cocorico, c'est ma vision et mon envie de continuer de développer le cocktail différemment que dans un bar ou dans un restaurant et de pouvoir, entre guillemets, offrir mon savoir-faire, mon savoir-faire dans la dilution et dans l'assemblage d'ingrédients, donc des cocktails prêts à boire, des cocktails ready to drink, qui sont servis donc soit en bouteille, soit en fût, et dans un premier temps à destination du CHR, donc des bars et des restaurants, des hôtels, des boîtes de nuit et de l'événementiel. Et voilà, et donc du coup, on a une gamme d'une dizaine de cocktails, donc qui sont en bouteille, certains en fût, différents formats, donc 50 centilitres, 70 centilitres, 1 litre, et après les fûts 10 litres, 20 litres, 30 litres. Donc voilà, c'est la continuité d'une carrière dans le bar à cocktail, d'une petite vingtaine d'années, pour maintenant devenir quelque chose de beaucoup plus gros et de continuer d'accompagner cette histoire de la culture cocktail en France, donc, qui a vraiment redémarré, si on peut dire ça comme ça, sans réduire le travail qui a été fait par nos anciens dans les années 70, 80, 90, mais continuer cet élan qui est arrivé depuis le début des années 2000, et puis l'explosion de la culture cocktail que vous retrouvez maintenant partout sur les terrasses, les restaurants, les bars, les hôtels, et où bien malheureusement, bien souvent, le niveau des boissons proposées n'est pas forcément peut-être au niveau de certains ou de tous, et donc l'envie de pouvoir aider donc, les gérants en leur proposant ma solution, de quelque chose de facile à mettre en place et de facile à servir par des gens qui n'ont pas forcément les compétences ou le savoir-faire de servir des cocktails. Donc c'est ça l'objectif, c'est à la fois populariser, démocratiser, mais en gardant un produit de qualité. Un produit selon mes normes de qualité personnelle de ce que l'on peut faire avec Cocorico. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y a qu'un pas de Don Draper à Booba?
On peut faire une métaphore comme ça, mais voilà, Don Draper, c'est plus une approche très personnelle, très passionnée de ce que j'aime moi dans le bar à cocktail, à savoir quelque chose qui ressemble beaucoup à l'antiquaire et à l'officine. Et puis Booba, c'est la démocratisation, la mainstreamisation et rendre accessible dans l'air du temps surtout, à un très 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 large public qui ne serait pas forcément venu boire des cocktails dans des bars à cocktails feutrés, jazzy, ambiance, mais qui cassent les codes et qui vont boire des cocktails sur les berges ou en soirée ou en club, enfin amener le cocktail là où il n'était pas. Exactement comme Booba a réussi à percer et à amener le rap français dans les oreilles d'auditeurs qui n'écoutaient pas de rap français en démocratisant ou en amenant des nouveaux codes qui parlent un peu plus à tout le monde, quoi. Tu vends à qui, où et comment? Eh ben, on vend à tout. On vend sur plusieurs plateformes. Donc déjà, on vend en direct. On vend aussi sur notre site de e-commerce, donc via notre e-shop. On vend à des distributeurs qui, eux, revendent à des bars, des restaurants. On vend à des cavistes, on vend à des épiceries fines. On vend même à des fromageries comme celle de Virgile à Dessines, par exemple. Voilà, on vend à tous ceux qui ont le droit de nous revendre et on vend à tous ceux qui ont envie de nous boire. On mettra les liens. On pensera mettre le lien du e-commerce. Ouais, ça roule. C'est quoi ton argu quand tu vas démarcher un nightclub? Un nightclub, c'est pouvoir déjà leur offrir une expérience différenciante de ce qu'ils ont l'habitude de vendre, à savoir bien souvent des bouteilles ou de spiritueux, du champagne ou des boissons assez basiques, rhum coca, whisky coca, vodka pomme, ananas, enfin tous ces mixeurs de boîtes de nuit qui sont très rapides à servir et qui ne nécessitent pas une grande compétence. Et donc du coup, de pouvoir leur proposer quelque chose de nouveau, entre guillemets, boire des cocktails en club, sauf dans les grands clubs à Monaco et à Miami où il y a forcément peut-être une culture bar et un savoir-faire. Mais aussi, on fait aussi des cocktails à façon ou avec une bouteille avec une étiquette, une petite bouteille de 50 centilitres qui peut partir en vasque et qui peut être bu en shot. Donc voilà, jusqu'où notre vision du cocktail va. Le cocktail, c'est pas forcément servi dans un joli verre, ça peut être bu aussi en shot. Qu'est-ce qu'un cocktail? Un cocktail, c'est ni plus ni moins que de l'eau, de l'alcool, du sucre et du bitter. Donc après, est-ce qu'il peut être bu dans un verre, dans un bar à cocktail, ou est-ce qu'il peut être bu dans une canette à la maison? Un cocktail, il peut prendre différentes formes. Un cocktail, il peut être servi à la tireuse. Donc imagine, tu es dans un club qui est bondé, tu as beaucoup de monde, tu n'as pas beaucoup de barman, tu sors des Moscow Mule à la pression en 2 secondes, ça intéresse des clubs. Donc en fait, tu vends à la fois en bouteille comme ça, mais aussi à la pression? Évidemment, en fût, ouais. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc voilà, vraiment pratique. Ouais. Si demain j'arrive avec une mallette de cash et que je te demande 10 000 litres d'old fashion pour 48 heures, pendant 48 heures, tu prends? Dans 48 heures, ça va être compliqué parce qu'il y a un petit peu de travail quand même derrière. Et puis, on n'a pas forcément autant de stock de Bourmont là tout de suite maintenant. Mais oui, on s'arrange et puis tu me laisseras peut-être une semaine et puis ça sera fait. Par contre, pour la mallette en cash, ça va être compliqué parce qu'on est quand même entreprisitaire sous douane. Donc, c'est très, très encadré. Donc, un petit virement bancaire, ça sera mieux sur facture. Ça sera nickel. On s'arrangera, alors ça marche. Comment et où tu fais d'aussi gros volumes? C'est-à-dire? Eh ben, en gros, tu me dis qu'en une semaine, tu peux me faire mes 10 000 litres. Ah, j'ai un labo ou usine, ça dépend comment tu vois la chose, et qui nous permet de produire, d'assembler, et d'embouteiller, de mettre en carton, sur palette, prêt à partir sur un camion. Enfin, voilà, c'est de la production artisanalo-industrielle, j'aime bien dire, parce qu'on continue de faire un travail qui est assez artisanal, mais avec des volumes de petits industriels. Donc voilà, on a un laboratoire qui s'apparente plus ou moins de loin à une distillerie, sauf qu'on n'a pas d'alambic, on ne distille pas, et on assemble nos cocktails. Voilà. Techniquement, aujourd'hui, tu peux faire combien de litres par jour? On peut monter sur une grosse journée de production à 2000 litres par jour. Ouais. D'embouteillage, pardon. Ouais, on sort 2000 litres jour, si besoin. Alors, je ne te dis pas qu'on les fait tous les jours, loin de là, ouais. Mais on sait faire 2000 et on pourrait faire un peu plus, ouais, si on s'organisait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est déjà le haut du panier, c'est des grosses productions pour nous. Vous vendez de manière nationale? Oui, nationale, et on commence à faire un tout petit peu d'export sur certaines plateformes. On envoie des colis en Angleterre, on en a envoyé en Espagne, on devrait en envoyer rapidement en Suisse.
Donc voilà, mais on est déjà présent sur tout le territoire français, bien sûr. Beaucoup à Nantes et à Rennes, et dans le sud de la France aussi, Montpellier jusqu'à la Côte d'Azur, évidemment toute la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis un petit peu de partout ailleurs. Mais là, c'est vraiment cet axe comme ça qu'on a réussi à pas mal développer. Voilà. Worldwide, l'objectif? À terme, bien sûr. On voit ce qu'on a pu faire en peu de temps, en 8 mois, même pas 1 an. Et forcément que l'export et l'international, ça fait partie de nos ambitions. Si tu croisais Marc Bonneton qui récupère les clés du Soda Bar, là maintenant, et que tu devais absolument lui donner au moins un conseil, tu lui dirais quoi là? Je dirais amuse-toi un peu plus, travaille peut-être un petit peu moins, parce que j'ai quand même énormément travaillé dans ma vingtaine, et je pense peut-être un petit peu trop, avec un peu de recul, et que je pense que je m'amuserais un peu plus, je serais peut-être un peu moins sérieux, parce que voilà, c'est très... c'est tout l'antithèse de ce qu'on s'imagine d'être patron de bar. C'est énormément de travail la journée. C'est pas que servir les verres le soir, quand on les sert encore. Et forcément, voilà, quand tu fais ça, dès que tu as 23 ans, que tu as des responsabilités, tu es projeté dans quelque chose auquel tu t'attendais pas forcément. Et tu deviens très vite sérieux, en fait. Voilà, donc peut-être que je penserais à m'amuser un peu plus, à relâcher un peu la pression et à me dire qu'on n'est pas pressé, quoi. Merci. Tu pars sur une île déserte et tu peux prendre avec toi qu'un seul morceau de musique. C'est dur, c'est dur. J'ai souvent des chansons préférées qui tournent régulièrement, mais si on devait en garder qu'un seul, on prendrait Ben Harper et Amen Omen. Ben Harper et Amen Omen. Ok. Voilà. Merci. Un petit mot sympa pour terminer? Merci Freddy, et merci Radio Espace, et merci d'avoir rendu cette petite interview possible. Lyon Clubbing. Et Lyon Clubbing, effectivement. Eh ben merci à toi. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci. Ah oui, au fait, c'est cadeau, ça? C'est cadeau, Negroni. Oh là là. Pour l'apéro. Lyon-Milan. Merci, est-ce qu'on a un petit plan là sur la bouteille Cocorico. Negroni. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi encore une fois. Et puis bonne chance pour Cocorico. On y travaille, merci. Merci, mec. Je t'en prie. Qu'est-ce que ça a donné? Je tout refais.